Bonjour à tous et toutes. Nous allons parler des 4 Fantastiques parce qu'il faut en parler. Le film se fait bâcher sur Internet, en particulier par les critiques américains, mais les critiques français sont pas beaucoup plus cool et les spectateurs non plus. Et je trouve ça extrêmement dommage. Les 4 Fantastiques, c'est un cas presque d'école du film qu'il ne faut pas traiter comme ça. En gros, si vous dites du mal des 4 Fantastiques, vous moquez d'un handicapé. C'est à peu près la même chose. C'est un film qui est handicapé et c'est pas bien de se moquer d'un film qui est handicapé. Les 4 Fantastiques, avant d'arriver vraiment au film lui-même, je vais passer par pas mal de détours. Les 4 Fantastiques sont réalisés par Josh Trank qui nous avait offert Chronicle. Chronicle, c'est son premier film qu'il a réalisé quand il avait 26 ans. C'était un film génialissime qui a donné plein de nouvelles idées sur des façons de filmer, sur la façon de traiter la caméra avec ce genre de film. 3 personnages qui découvrent qu'ils ont des pouvoirs surnaturels et qui du coup doivent apprendre à les utiliser et à gérer évidemment les responsabilités que ça implique, ce qu'on sait depuis Spider-Man, et qui vont voilà, qui gèrent ça plus ou moins bien. C'était révolutionnaire et plutôt nouveau dans la façon de traiter, en particulier dans l'approche du film. Du coup, ce petit jeune de 26 ans s'est fait repérer par un studio qui s'est dit, tiens, un petit jeune de 26 ans qui fait des films sur des mecs et des effets spéciaux, ça a l'air d'un crétin, on va pouvoir en faire ce qu'on veut. Et ils l'ont mis sur la nouvelle adaptation des 4 Fantastiques. Alors, l'histoire des 4 Fantastiques, le Dr. Reed essaye de trouver une machine qui permet de voyager dans une autre dimension. À la base, il cherchait à se téléporter, mais il s'est rendu compte qu'il pouvait trouver le moyen de téléporter des gens dans une autre dimension plutôt que de téléporter les choses d'un lieu à un autre. Et il va essayer d'obtenir des financements pour cette invention, ce qui forcément va le pousser à s'approcher des gouvernements et de choses dans ce genre-là. Et du coup, avoir le projet plus ou moins lui échapper, tentant de récupérer le projet, il va faire une connerie qui va provoquer l'arrivée de leurs pouvoirs spéciaux et donc transformer ces quatre personnages en super-héros. Avant de parler de celui-ci, j'ai fait un petit détour sur les 2 précédents qui ont été faits en 2005 et en 2007, donc les 4 Fantastiques et les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent, histoire de pouvoir comparer le film avec une base comparable. Je peux pas comparer le film aux comics, puisque de toute façon, le film réinvente le comics. L'idée, c'est que le personnage de Reed, à la base, c'est un vieux avec ses petites tempes blanches. Dans le film de 2005, ils lui ont rajouté les tempes blanches une fois qu'il a eu son pouvoir. Là, clairement, c'est un petit jeune. Je veux dire, de toute façon, ils ne suivent pas l'histoire d'origine. Donc, à quoi ça sert de comparer ce film à l'histoire d'origine? C'est une base. D'accord. Donc, en connaissant l'histoire, je peux voir où deviennent les bases. Mais j'ai pas besoin de lire les 588 volumes des 4 Fantastiques sortis depuis 1961, parce que moi aussi, je peux aller sur Wikipédia pour comprendre et voir l'intérêt de l'adaptation du film. En revanche, voir ce qu'a fait un autre film, c'était intéressant. Le film de 2005. Bon Dieu que ce film est con! Oh la vache! Alors en fait, les 4 Fantastiques, j'ai jamais été les voir parce que je craignais que ce soit exactement ce film. C'est-à-dire, les 4 Fantastiques pour moi, c'était ce film. C'est-à-dire un truc débile. Mais vraiment débile de A à Z. Complètement absurde dans tous ces projets. Les 4 personnages ont des pouvoirs surnaturels parce qu'ils ont été dans une station spatiale qui a été frappée par une vague de chaleur, une onde solaire ou une vague solaire super puissante, qui a traversé la station mais ne l'a pas fait exploser, alors que c'est un truc brûlant et tout le bordel, qui a traversé les quatre personnages, mais qui leur a donné à chacun des pouvoirs différents. Enfin, c'est un truc génial. La version de 2005, c'est pas vraiment l'histoire de base des 4 Fantastiques qui est con, c'est le film qui est con, je veux dire. On se retrouve avec 3 ou 4 scènes où Jessica Alba est obligée de se foutre à poil pour faire une scène comique. Tout le traitement des personnages, le traitement de l'ambiance, le traitement de tout, enfin je veux dire, c'est con. Ce film, on peut dire ce qu'on veut des 4 Fantastiques de cette année, c'est en ça que je trouvais ça intéressant de voir les anciens, on peut dire ce qu'on veut de celui-ci, mais au moins il insulte pas l'intelligence du spectateur. J'ai du mal à articuler. C'est la 4e fois que je refais cette vidéo, parce que j'ai des problèmes techniques depuis tout à l'heure. Et pour ce qui est des 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent, bon Dieu, la différence de qualité entre les 2 films! Parce que les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent, j'ai regardé le film, j'étais et pendant tout le truc, j'étais ah ouais, ça c'est vraiment très très cool. C'est une bonne histoire, c'est très très bien traité, les enjeux sont dantesques et sont respectés du début à la fin. Et surtout, il s'éclate avec les pouvoirs, avec les super-héros. Je veux dire, c'est comme ça le principe à la base.
Ils s'éclatent avec le truc. Ils ont fait toute cette histoire avec Johnny qui peut d'un seul coup échanger ses pouvoirs avec les autres personnages. Donc, ce qui veut dire que chacun des membres des 4 Fantastiques va d'un seul coup avoir le pouvoir des autres et tout. C'est une espèce de... Même moi qui viens de découvrir les 4 Fantastiques il y a 2 jours, j'ai vu ce film, je me suis dit, ah ouais, j'aimerais trop voir les autres utiliser les pouvoirs des autres quand même. En fait, l'homme invisible, la torche-feu, les trucs dans ce genre-là. Et à la fin, quand Johnny récupère les pouvoirs des 4 trucs et tu fais, c'est parfait, c'est génial. C'est un petit plaisir, c'est un bijou, je trouve, les 4 Fantastiques et les Surfeurs d'argent. Et c'est impressionnant de voir à quel point, en partant d'une grosse merde, on peut faire un film vachement bien, malgré des bases pas solides du tout. Pour en arriver, au final, à notre film aujourd'hui. Josh Trank a voulu faire un surfeur d'argent. Avec l'histoire des 4 Fantastiques tout court, la façon de traiter les comics, c'est-à-dire le respect post-Marvel Cinematic Universe qui est arrivé depuis 2008, et pour une raison insaisissable, ça n'a pas plu à 20th Century Fox qui a décidé de lui mettre des bâtons aux héros dans tous les aspects de sa réalisation. Ils ont pas voulu qu'il fasse son film, ils ont pas voulu qu'il fasse sa vision, ils l'ont empêché de faire ce qu'il voulait, le mec a tellement pété un câble, c'est quasi un cas Alien 3 avec David Fincher. Le mec a tellement pété un câble que il a quitté le tournage. Alors je sais même pas s'il est revenu après avoir quitté le tournage. J'ai entendu des versions différentes en fonction des sites et des rumeurs et des posts et des machins, donc ça peut être 36 000 trucs. Il aurait quitté le tournage entre 1 semaine et 1 mois. L'un ou l'autre, c'est énorme. Je veux dire, un réalisateur qui manque 1 semaine de tournage, un réalisateur qui manque 1 heure de tournage, c'est déjà une catastrophe. Donc 1 semaine, c'est beaucoup. Et je sais même pas s'il est revenu après pour retourner à nouveau des scènes. Je sais pas du coup combien du script original se retrouve dans le film terminé, parce qu'il fait que 1h45, qui était la durée des 4 Fantastiques qui ont été faits avant, mais qui n'est plus la durée d'un blockbuster super-héros depuis Marvel Cinematic Universe, depuis le Dark Knight qui a fait ses 2 heures et quelques, etc., etc. Donc ça montre un truc déjà qui est qu'1h45 de film, ça montre bien qu'il y a un gros problème. Et il y a eu beaucoup de choses retournées pour pallier du coup à des manques, réécrites pour pallier à des manques de scènes complètes. Et c'est en ça que ça se voit. C'est-à-dire que on voit très bien, moi je vois très bien ce qu'a voulu faire Josh Trank et je vois très bien où est intervenu le studio. Le début du film, c'est la période de l'enfance. C'est le moment où Reed et Ben ont 8-9 ans. Reed, du coup, c'est un gamin qui a tous ses rêves d'enfance et qui s'imagine faire des trucs incroyables, qui s'imagine devenir un gamin génial, surtout qu'en plus, il est surdoué. Donc ça aide quand même à pouvoir évoluer un petit peu. Mais le début du film, c'est clairement le film un peu délire enfant, dans le style Goonies, dans le style E.T. l'extraterrestre. Ce genre de film où un gosse c'est le personnage principal et où un gosse fait des choses extraordinaires parce que c'est un gosse extraordinaire un petit peu. Le début du film, c'est exactement ça. Puis vient la phase de l'adolescence. La phase de l'adolescence, c'est quand il a 17 ans, que ses profs le croient toujours pas. C'est la première claque par rapport à la confrontation au monde adulte. C'est-à-dire, c'est la première fois que tes rêves d'enfant se confrontent au monde adulte et au fait que, non, on te laissera pas les réaliser comme ça. Quand le prof arrive, il fait, non, c'est pas un téléporteur, c'est de la merde, je suis sûr que c'est un tour de magie à la con, je m'en vais. Le mec arrive même pas à comprendre l'idée de base. Donc on a le passage à l'adolescence, qui est donc cette confrontation avec l'humain, qui va du coup jusqu'au moment où on lui dit qu'il aura même pas le droit d'utiliser sa machine et que ce sera pas lui le premier à explorer cette dimension qu'il a découvert lui-même et sur laquelle il bosse depuis qu'il est gosse. Et ensuite arrive le passage adulte. Et là, le passage confrontation à tes rêves d'enfant. Et c'est là que c'est vachement intéressant. Quand on compare ce film-là aux autres 4 Fantastiques, quand dans les 4 Fantastiques, Johnny découvre qu'il est en feu, il est en train de faire du ski avec une pouffe et comme il va super vite, il commence à prendre feu parce qu'apparemment c'est comme ça, il prend feu parce qu'il va vite. C'est comme quand on souffle sur une braise, ça prend feu, on lui souffle dessus, il brûle. Et il se met à avoir des flamèches un peu partout, puis il se dit oh tiens c'est bizarre, je suis en feu. Puis il arrive au bout d'une piste et puis il saute, il devient une espèce de torche humaine, il fait une espèce de comète et puis pof il tombe dans la neige. Dans la neige il est tellement chaud qu'il crée une espèce de source chaude et quand la nana arrive il la regarde et lui fait tu me rejoins? Ça va pas chercher très haut quoi. Quand on découvre qu'on a le corps qui s'enflamme spontanément, généralement on le prend un peu différemment. On peut par exemple le prendre comme le Johnny de ce film, qui pendant 1 semaine reste allongé sur une table en faisant J'ai perdu mon micro.
c'est vachement intéressant comme traitement, de traiter les pouvoirs comme une source d'angoisse. Je crois pas avoir vu ça, à l'exception peut-être de Spawn. Mais c'est le but de Spawn que de souffrir de ses pouvoirs. Là, voir un père qui est en train de voir son fils en train de brûler perpétuellement sur une table et de hurler et tout, enfin c'est horrible de voir sa fille qui est en train de disparaître devant ses yeux. Tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Enfin c'est assez atroce. Et donc tout ça, cette confrontation avec le monde adulte, cette confrontation des rêves d'enfant avec le pouvoir adulte et l'arrivée des pouvoirs, etc. Mais au-delà de cette vision du monde adulte, il y a toute cette façon d'aller à fond. C'est-à-dire que quand le film, au début, fait un truc un peu à l'E.T., il fait un truc à fond à l'E.T. C'est-à-dire que le gamin, il a une chambre ça n'a pas de sens. Il a 700 Nintendo 64 montés en série sur des racks pour créer sa machine à voyager dans différentes dimensions, etc. Évidemment que ça n'existe pas, mais c'est tout ce délire que faisaient les comics souvent et qui avait dans beaucoup de films pour enfants. Je veux dire, c'est des délires un peu Goonies, E.T. extraterrestre, etc. Dans sa note d'intention, c'est marqué très clairement à Josh Trank E.T. extraterrestre à un moment. Alors je l'avais noté sur mes notes et du coup quand j'ai vu la note d'intention, j'ai fait j'avais trouvé. J'aime bien quand ça m'arrive. Donc il y a ce côté aller à fond, c'est-à-dire quand on est dans la phase ado, etc. On a et enfant, on a tous ces trucs très clichés. C'est-à-dire, je vous l'ai dit dès le début, mais la scène du gamin qui est devant la classe et qui parle de son invention, tout le monde se moque de lui et il fait mais je vous montrerai à tous. C'est ce qu'on a fait au début d'Iron Man 3 aussi, par exemple. Je vous montrerai à tous et je vous montrerai, j'aurai raison, etc. Et j'arriverai à trouver, etc. On a ce genre de scène et puis on a plusieurs fois des montages. Alors les Américains sont ont des termes pour ces trucs-là. Nous on les a pas trop. Des science montages. Et des computer montages. Alors le science montage, c'est quand vous voyez Tony Stark et comment ça s'appelle Hulk, Bruce Banner, qui sont devant des écrans et qui sont en train de faire ah oui regarde ici c'est joli, cette jolie animation et ce machin. Voilà, ça c'est de la science montage, c'est voir plein de fondus et plein de cuts sur des scientifiques qui sont en train de tourner autour d'un écran et de faire ah oui ça a l'air bien dans ce sens-là peut-être, c'est joli. Voilà, ça c'est du science montage. Et du computer montage, c'est quelqu'un qui est devant un écran qui fait voilà. Sauf que lui il a fait correctement, c'est-à-dire que c'est pas du cliché de studio de montage, enfin de blockbuster de base demandé par un studio de base. Ça fait beaucoup de base. C'est pas quelque chose que le studio a rajouté pour pallier à l'absence de Josh Trank. C'est la volonté de Josh Trank. C'est peut-être ce qui a fait peur au studio d'ailleurs. Il l'a pas fait comme un science montage à la con, c'est-à-dire que effectivement quand on fait du science montage dans Iron Man par exemple, on voit Tony Stark et Bruce Banner à côté d'écrans avec des hologrammes, des machins, des écrans transparents, des trucs de ce genre-là. Là, c'est de la science plutôt concrète. Je me rappelle pas avoir vu des hologrammes. Il me semble vraiment que c'est des écrans normaux dans ce film. C'est de la science assez concrète. Et par exemple, quand t'as un personnage qui fait un computer montage, un hacking montage où elle est en train de claquer, elle est pas comme ça. Elle est pas en train de taper à fond sur le clavier dans tous les sens. C'est un gros plan sur ses yeux et on voit ses yeux qui se promènent sur les différentes informations, qui regardent les trucs, qui se concentrent, qui font des machins. Un mec qui sait comment ça se passe d'être sur un ordinateur, quand on n'est pas tout le temps en train de tapoter sur un clavier, on a une souris, puis on regarde principalement, on appuie sur des trucs. Et on sent qu'il y a un vrai réalisateur qui est derrière ça parce qu'on voit dans chaque plan, il y a une progression pour ce qui est du science montage. Et par exemple, quand on fait le plan computer montage, on voit très bien les yeux du personnage et on voit qu'il y a eu des intentions. On le voit qui lui dit, alors essaye de plisser un petit peu les yeux parce que tu vois quelque chose, essaye de lever un peu un sourcil, essaye de voir quelque chose qui te surprend. On voit qu'il y a une direction d'acteur derrière tout ça et qui est totalement absente du reste du film. Où se situent du coup les apports du studio? Ça va être toutes les scènes qui sont extrêmement plan-plan et clichés, mais dans le sens cliché que vous avez vu des milliards de fois. C'est-à-dire pas un cliché qu'on essaye un peu de moderniser. Les 4 Fantastiques sont un cliché. Votre méchant s'appelle Victor Von Doom. Ils l'ont appelé Fatalis en français. C'est même pas ça. En français, ce serait Victor Von Apocalypse. C'est presque ça le truc. C'est tellement subtil. Victor Von Doom. Et même ça, il a essayé du coup de l'adapter pour en faire quelque chose de plutôt moderne. C'est-à-dire que grosso modo, la dynamique d'équipe est la même. Johnny et Sue sont toujours des frères et sœurs, mais il a modernisé ce rapport familial en faisant une famille métissée. Parce que par exemple, Josh Trank est un réalisateur qui est marié, je
crois, une afro-américaine, et qui du coup considère que s'il veut faire une famille moderne, il fait une famille métissée. Et effectivement, il reste du coup frères et sœurs. C'est des demi-frères, demi-sœurs peut-être, mais il reste quand même frères et sœurs, et ça permet de faire quelque chose de plus moderne. Il a voulu moderniser ce cliché, c'est ça que... Il a repris un cliché, les 4 fantastiques c'est un cliché, la nana qui est intelligente mais qui est bonne quand même, le scientifique qui est super intelligent mais qui n'arrive pas à gérer sa vie de tous les jours parce qu'il est maladroit, parce que machin, il remet ses lunettes tout le temps, son machin, il a pas de lunettes Reed, mais ça pourrait presque être ça quoi. La grosse brute qui tape dans tout ce qui passe, et le mec qui est chaud comme la braise et qui se prend pour un beau gosse et qui fait des sports de course et des machins, je veux dire, c'est monstrueusement cliché. Mais il a réussi de réadapter tout ça. À la limite, le seul truc qu'il a peut-être enlevé dans ce rapport entre les personnages, c'est qu'il y a plus du tout de lien vraiment entre Ben et Sue, qui apparemment dans les comics sont censés avoir une semi-histoire d'amour. Cela dit, les 4 Fantastiques de 2005 l'ont pas fait non plus. On laisse sous-entendre qu'ils sont amis, mais on sous-entend pas du tout qu'il y a une relation beaucoup plus élevée que ça entre deux. Donc c'est manifestement pas quelque chose de si important que ça à conserver. Donc même ça, voilà, c'est pas très très grave. Et je trouve que, en revanche, on gagne là-dedans un rapport entre Ben et Reed qui est parfaitement géré. La façon dont Reed entretient la relation avec Ben, genre il y a un moment où il est en train de faire une petite maquette de sa machine. Et il prend son appareil photo et il fait un selfie du coup devant sa maquette. Donc on se dit ah c'est marrant, il fait un selfie. Il y a plusieurs petits passages comme ça où il y a plein de petites références pop culture qui marchent très très bien. Et là du coup on le voit faire ça, on se dit bon d'accord, il se fait un selfie. Non, en fait il fait un selfie qu'il envoie en photo à son pote Ben qui lui n'est pas là en train de travailler avec lui sur la machine, et du coup il lui montre la programmation. Donc je fais oh c'est trop mignon, il lui montre comment ça avance etc. J'ai compris que ces personnages étaient vraiment amis, et je trouve que les relations entre ces personnages sont très très bien faite. La drague entre Reed et Sue un petit peu moins. Maintenant que j'y repense, j'avais pas du tout pensé à ce truc-là, mais la drague entre Reed et Sue est particulièrement foireuse. Mais apparemment, c'est censé être sa marque de fabrique de rater sa drague. Mais en dehors de ça, je trouve que ça marche plutôt bien. Donc en gros, tout ce qui va venir du studio, ça va être toutes ces scènes où vous avez juste 2 personnages dans une pièce en train de discuter avec un dialogue pourri. C'est des scènes qui ont été créées pour rattraper du coup des scènes qui n'ont pas été tournées par Josh Trank et qu'ils ont résumé du coup en audio en dialogue pour ne pas avoir à les tourner et simplement pouvoir tourner un truc dans un couloir d'un décor qu'ils ont déjà. Beaucoup des discours de motivation aussi, à mon avis, viennent de ce genre de choses. Mais je pense que grosso modo la fin devait aussi être faite par Josh Trank. Ça va être partie des premiers trucs qu'ils ont tourné parce que il y a beaucoup d'effets spéciaux. En principe, c'est les premières choses qu'on tourne sur ces blockbusters. Donc je pense qu'il l'a réalisé aussi. Ça fait que évidemment il manque des choses à ce film. Pour en revenir du coup à cette histoire de base, l'idée c'est quand même, est-ce que c'est un bon film? Il manque des choses. Et il y a des choses qui sont trop banal, plan-plan, ininspiré, enfin tout ce genre de synonymes pour vraiment tenir en haleine. Le truc, c'est que moi, quand je les vois, j'arrive à me dire bon, c'est 5 minutes maximum de scènes qui vont être un peu plan-plan, etc. Et après, je vais revenir à un film qui est globalement quand même plutôt intéressant, plutôt bien foutu, plutôt sympa. Je me suis attaché à tous les personnages, je me suis attaché à l'histoire, j'ai eu envie qu'elle progresse. Donc voilà. Mais c'est un film qui souffre énormément de ses problèmes de production, ne serait-ce que les effets spéciaux, par exemple. Les effets spéciaux sont assez... Waouh, quoi. Enfin, c'est la tour Baxter. La première fois qu'on voit la tour Baxter, on a l'impression que c'est une vue en 3D isométrique tellement ratée que ça a l'air d'être dessiné simplement. Enfin, c'est horriblement moche. Il y a un passage à un moment avec un petit singe en effets spéciaux, justement, parce qu'ils n'ont pas utilisé un vrai singe. Et ça ressemble aux effets spéciaux de la planète des singes et les origines. Pas les affrontements, qui étaient plus de meilleur niveau, mais les origines. Mais pourquoi il y a des effets spéciaux aussi mauvais? C'est parce que quand on n'a pas tourné ce qui était à la base sur le planning de tournage, parce que le réalisateur s'est barré, et qu'on a pris un yes man pour faire d'autres plans un peu vite fait, etc., et tout le bordel, du coup, c'est des plans qui n'ont pas été travaillés suffisamment avec l'équipe technique, qui devait les réaliser ensuite en trucage. Pas assez de travail au tournage non plus, pas assez de travail, etc. Et pas assez de temps parce que il manquait des scènes au film, on a tourné n'importe quoi pour combler,
Et on a essayé de sortir, de fignoler le film comme ça le plus possible et de le sortir rapidement. Donc forcément, les effets spéciaux ont dû être un petit peu rushés aussi et ça n'aide pas le film. Pour ça, je trouve ça un peu con. Ils auraient mieux fait de le garder un petit peu plus longtemps sous le coude et de mettre plus de temps pour mieux le finir, peut-être. En revanche, il y a beaucoup de choses qui ont été reprochées au film et là, c'est marrant. Alors, je vais peut-être le refaire, dire de quoi je vais parler avant. Parce que vous avez dit plein de choses, du coup, que vous avez déjà reproché au film et que j'ai pu noter pour pouvoir y répondre. Il y a des choses qu'on reproche au film qui n'ont pas de sens. J'ai évoqué très rapidement le fait, Johnny et Sue sont frères et sœurs. Alors qu'ils ne sont pas de la même ethnie, de la même couleur, et du coup, ça fait une relation métissée. Donc, ça sert à rien de gueuler là-dessus, parce que de toute façon, à la base, ils sont pas non plus censés avoir cet âge-là. Et ce qui implique encore une fois, le film ne fait pas ce que fait le comics d'origine. Donc, qu'est-ce que ça peut vous foutre qu'on en ait fait un noir? Surtout qu'en plus, on a trouvé une explication tout à fait cohérente au fait que la sœur soit blonde aux yeux bleus et que le père et le fils soient noirs. C'est que ce soit une fille adoptée. Donc, on a quelque chose qui fonctionne très bien. Donc, pourquoi gueuler? Quel est l'intérêt? On a voulu réinventer le truc et on a trouvé une bonne raison de le faire, avec en plus du coup un sens qui est plutôt sympa parce que du coup il représente la famille, les Storm, et faire une famille métissée c'est effectivement assez intéressant à notre époque actuelle. Donc pourquoi gueuler sur un point comme celui-ci, sachant qu'en plus encore une fois le film considère dès le début qu'il refait tout, qu'il réinterprète tout et qu'il doit refaire tout à la fin. Il y a autre chose en ce qui concerne Ben, qui est il a une réplique, alors en VO je la connais pas en VF, en VO c'est It's Clobbering Time. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Je sais pas ce que veut dire clobber. Qu'il sort en gros depuis que le personnage existe. Et dans le film, on nous explique que cette réplique, en fait, c'est une phrase que disait son grand frère à Ben quand Ben était encore un petit enfant de 8-10 ans et que son grand frère le martyrisait, le tapait et le violentait. Et donc c'est cette réplique-là que le Ben adulte utilise pour se défendre. Il y a des gens qui ont gueulé là-dessus. Ce que je trouve assez aberrant, je veux dire, c'est quand même clair que c'est un parcours du personnage. C'est-à-dire que c'est un personnage qui a souffert étant petit et qui, étant adulte, arrive à transformer cette souffrance en sa force. C'est ça que ça veut dire de réutiliser la réplique que dit ton frère quand il te martyrise, quand toi-même, d'un seul coup, tu deviens un justicier qui tape sur des méchants, et tu tapes sur des méchants en leur disant ça, c'est que tu as utilisé cette violence que tu as reçue, et au lieu de la mettre sur des gentils comme l'a fait ton frère qui t'a tapé, tu la mets sur des méchants. C'est une évolution de personnage. Quel est ce délire de c'est pas bien, ça vient de son frère parce qu'il a maltraité, du coup ça devient horrible au niveau de la réplique? Bah non, justement, ça devient beaucoup plus beau et symbolique. Et la symbolique, les gens aiment pas trop ça généralement. Et alors il y avait autre chose, le méchant expédié. Je n'ai pas compris cette critique. Ils expliquent en gros que le personnage de Victor Von Doom est expédié dans ce film. Le seul méchant dans les 4 Fantastiques que je connaisse à être présent du début à la fin du film, c'est le surfeur d'argent, qui a 6 répliques dans le film, en dehors d'une scène où il parle avec la femme invisible, et où là, il a à peu près un dialogue. On peut pas dire qu'il soit présent en tant que dialogue, il est présent en termes d'action. On le voit passer, on le voit geler des océans, on le voit faire des trous, on le voit machin, et on le voit de temps en temps parler à certains personnages. Dans le premier épisode des 4 Fantastiques, il se passe exactement le même traitement de Victor Von Doom. C'est-à-dire que Victor Von Doom est présent en tant qu'être humain pendant une bonne partie du film, et devient le méchant dans la dernière partie. La transformation est plus ou moins progressive, mais le méchant est traité exactement de la même façon, et le méchant n'est pas absent du film. Victor Von Doom est présent depuis la 12e scène du film. Sur 100 et quelques, un film ça a à peu près 100 scènes, donc 12 c'est pas beaucoup. Il arrive quasi après le générique, dès le début de leurs travaux. En fait, Victor Von Doom, c'est celui qui a lancé les travaux sur le voyage dimensionnel, grâce à qui, ensuite, on a recruté Reed pour réussir à gérer le truc, parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver la fin du problème. Donc, il n'y a aucun problème avec Victor Von Doom. Victor Von Doom est présent comme il faut et ça devient le méchant à la fin. Et encore une fois, je suis désolé, mais je reviens là-dessus, quoi. Victor Von Doom. Je suis sûr qu'il a un accent allemand à l'origine. Je suis Victor Von Doom. Je sais pas pourquoi je dis j'ai essayé de la faire dans une autre prise. Je dis Yasoy Victor Von Doom. Ça doit être un nazi qui est parti se réfugier au Brésil dans ma tête. Bref,
Il y a pas mal de trucs comme ça. Et oui, grosso modo, on reproche beaucoup à ce film d'utiliser des clichés, les science montage, des trucs dans ce genre-là, et beaucoup de clichés du père, le père qui parle à ses enfants, etc., etc. Excusez-moi, mais on parle des 4 Fantastiques. C'est pas pour rien que c'est une des plus vieilles. C'est le plus vieux groupe de super-héros de Marvel qu'ils ont créé pour réagir à la Justice League de DC, si j'ai bien tout lu sur Wikipédia. Il date de 1961. Évidemment que c'est le modèle le plus basique qui puisse y avoir. Et c'est sans doute pour ça, d'ailleurs, que Josh Trank est parti autant dans les clichés et dans les choses poussées à fond. Il n'y a pas plus cliché que les 4 Fantastiques. Ces 4 personnages qui ont les 4 éléments et qui ont, l'eau, l'air, la terre, le feu, en gros, quoi. Et qui sont composés de la nana belle mais brillante, du mec brillant mais qui n'arrive pas à gérer sa vie, de la brute et du mec et du beau gosse qui veut coucher à droite à gauche. Je veux dire, il n'y a pas plus cliché que les 4 Fantastiques. Alors, la saga 4 Fantastiques a offert beaucoup de choses. Parce que, effectivement, j'ai regardé. Apparemment, c'est de là que viennent les Avengers eux-mêmes. Le Surfeur d'Argent, qui vient de là aussi. Galactus vient de là. Donc, apparemment, c'était une des séries que gérait Stan Lee le plus longtemps avec Jack Kirby. Il gérait tous les deux beaucoup de Marvel. Ce qui veut dire que c'est une série qui a beaucoup de consistance et dans laquelle ils pouvaient essayer pas mal de choses qui ensuite sont devenues des règles pour tout Marvel. Donc, ils ont créé des personnages. Les Inhumains ont été créés aussi dans les 4 Fantastiques, me semble-t-il. En tout cas, je crois que c'est là-dedans qu'ils apparaissent pour la première fois. Donc, bien sûr, ça a créé beaucoup de choses intéressantes, mais à la base de l'histoire, c'est extrêmement cliché. Je veux dire, on n'a pas grand-chose de plus que Reed et Sue qui se marient et qui ont des gosses, et la chose qui retrouve sa forme humaine 16 ou 17 fois au total dans 580 tomes. C'est pas très original, les 4 Fantastiques. Et justement, là, il a essayé d'en faire un truc original et audacieux et qui va à fond. Pour moi, cette scène de fin avec Victor Von Doom, je l'ai trouvé géniale. C'est la partie où il se libère en particulier. J'adore ce genre de scène. Je veux tourner des scènes comme ça un jour dans ma vie. Grosse inspiration jeu vidéo aussi, parce que c'est une caméra très fixe qui bouge, qui a toujours le personnage au même endroit. Donc ça fait vraiment cette caméra de jeu vidéo qui suit le personnage derrière. Donc encore une fois, on voit toutes les magnifiques intentions que Josh Trank avait voulu mettre dans ce film et n'a pas pu mettre jusqu'au bout. Pour conclure, grosso modo, sur les 4 Fantastiques, après 30 et quelques minutes de discours, j'ai bien aimé les 4 Fantastiques. Je pense même que je le reverrai avec une bonne partie de plaisir. Je ne suis pas du tout aveugle au fait qu'il soit bourré de défauts. C'est évident que ce film a plein de défauts. Je ne comprends pas pourquoi on s'acharne sur ce film alors que il y a plein de films Marvel qu'on fait 10 milliards de fois plus cons, plus incohérents et pires, et qu'on a encensé comme étant des trucs géniaux en disant oui, mais s'il y a des petits problèmes, c'est pas grave, de toute façon ça vient d'un comics, ou de toute façon c'était à la base comme ça dans l'histoire, ou de toute façon c'était machin, et de toute façon on s'en fout, c'est un comics, pourquoi tu te prends la tête? Je veux dire, non, ce film-là, il fait quelque chose de plutôt, malgré l'intervention de Fox, c'est plutôt cohérent. C'est plutôt assez cohérent. Ces enjeux sont jamais détruits. Ces enjeux marchent toujours très bien. Et les relations entre les personnages sont bien traitées et tout le reste fonctionne bien. Pour moi, c'est un film qui est vraiment très bon avec, par-ci par-là, des scènes de pause et 15 minutes en moins parce que 15 minutes qui n'ont pas été tournées par le réalisateur d'origine. Je trouve que ça vaut vraiment pas le coup de gueuler dessus à ce point. Je veux dire, c'est meilleur qu'Iron Man 3, c'est meilleur que Thor 2. Vous allez sans doute me pourrir pour avoir dit un truc pareil, mais je suis désolé. Enfin, en termes simplement de plaisir à regarder le film et d'enjeu, en acceptant les 4 Fantastiques comme étant un truc un peu délirant et un peu con, basé sur du comics et essayant de faire quelque chose qui va à fond, sans être débile, c'est compliqué. Il faut être un peu con mais pas être débile. C'est très subtil. Ça marche très très bien. C'est pas du tout. C'est bancal, mais ça tient debout. C'est la tour de Pise. Les 4 Fantastiques, c'est la tour de Pise. C'est bancal, mais ça tient debout. Alors que j'ai vu plein d'autres films qui sont foncièrement vérolés depuis la base du script. Les Gardiens de la Galaxie. Et j'ai vraiment pas les mêmes goûts que le grand public en ce qui concerne les comics. Je crois que c'est assez clair. En termes de film, je trouve dégueulasse de taper sur ce film à ce point-là. À la limite,
taper sur 20th Century Fox. Là, je trouverais ça justifié. Ne tapez pas sur un film qui a eu toutes les emmerdes du monde, qui n'a pas eu son réalisateur, qui a pété son budget et qui a eu un studio qui a empêché le réalisateur de faire ce qu'il voulait et qui a foutu un yes man tourner les dernières scènes de fin. Vous pouvez pas accuser le réalisateur d'avoir fait un mauvais film. Et le film en lui-même, je suis désolé, c'est pas mauvais. C'est un peu cliché, c'est un peu redondant, c'est un peu déjà vu, mais en même temps, avec une histoire qui est déjà racontée depuis 50 ans, je suis désolé, les autres Marvel aussi étaient déjà un peu clichés et déjà vus. Désolé, mais Marvel, ça fait quand même 5 films qui refont le même film. Là aussi, c'est du déjà vu, quoi. Là, pour le coup, je trouve que non. Bref, je vais quand même jeter un dernier coup d'œil à mes notes pour être sûr que j'ai rien oublié. Non, c'est bon, je n'ai rien oublié. Bon, ça a pris un petit peu de temps à sortir et pour moi à faire parce que du coup, je l'ai refait 2 ou 3 fois. J'ai eu des problèmes de son, j'ai eu des problèmes encore de son avec des sons extérieurs, etc. Personne ne voulait que je fasse cette critique. Donc, moi, je vous encourage, je vais aller jusque-là, je vous encourage à aller voir les 4 Fantastiques et je vous encourage à essayer de le juger de façon sympathique. Je vais reprendre mon allusion du début, on ne se moque pas des handicapés. Ce film n'a pas pu se faire dans des bonnes conditions. Donc, on ne savate pas le film par terre. Ça n'a aucun sens et c'est complètement débile. Et en plus, c'est faux. C'est un film qui a des défauts, ça n'en fait pas foncièrement un mauvais film. C'est pas la même chose d'avoir quelque chose qui est vérolé de A à Z et de voir un film qui fait des erreurs par-ci par-là parce que le réalisateur était parti et que le studio les a fait à sa place. Bon, je vais commencer à me répéter, maintenant ça va devenir pas intéressant. Voilà, en ce qui concerne les 4 Fantastiques. Moi j'ai kiffé et je pense que je le reverrai, pas avec je vais revoir les 4 Fantastiques, mais non, ça me fera plaisir de regarder les 4 Fantastiques, je trouvais ça plutôt sympa et plutôt intéressant. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!